Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chroniques et de reportages. 90 minutes, deux thèmes tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Les LR ont-ils réalisé le hold-up du siècle en plaçant l'un des leurs à la tête du gouvernement? Ce sera notre premier débat dans une minute, alors que Michel Barnier tente d'élargir son équipe gouvernementale et de prendre ses marques, voire de marquer son territoire face à Emmanuel Macron. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, c'est un débat de société que je vous propose au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Est-ce une parenthèse enchantée ou le début de la révolution de l'inclusion? Maintenant, quand les personnes en situation de handicap vont arriver dans un taxi, vont arriver dans un restaurant, la perception et l'accueil de chacune des personnes ne seront plus les mêmes. Donc ça, c'est la révolution paralympique qu'on évoquait. Elle est une révolution sociétale. Vous voudrez y croire, mais on en est loin. Comment rendre la société française vraiment inclusive? Comment rattraper notre retard en matière de transport, de soutien scolaire ou d'emploi? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, l'actu politique et ce casse-tête du Premier ministre pour composer son équipe gouvernementale. Cécile Cixous. Le groupe Lyot entrera au gouvernement, vous pensez? Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour de la discussion que nous avons avec le Premier ministre aujourd'hui. Si les députés Lyot n'ont visiblement pas demandé de poste à Michel Barnier cet après-midi, les autres partis ont posé des conditions. Le RN d'abord, qui ne veut pas de nom qui fâche. Et si cette condition n'est pas respectée, Marine Le Pen menace de motion de censure. Je souhaite que le gouvernement corresponde à ce que nous avons exigé du Premier ministre, c'est-à-dire qu'il y ait des ministres qui soient respectueux de la force politique que représente le Rassemblement national et ses 11 millions d'électeurs. Le nouveau Premier ministre, encarté LR, devrait nommer des personnalités de son parti, mais il va aussi devoir ménager le camp présidentiel, car avec 166 sièges à l'Assemblée, il aura besoin des macronistes, des philippistes et du Modem pour voter ses textes. Si Gabriel Attal, tout comme François Bayrou, ne sont pas candidats à des postes, ils espèrent bien faire entrer des membres de leur parti au gouvernement. Il faut des ministres Modem au gouvernement? Ça dépendra ce que Michel Barnier en pense, parce que ce n'est pas les partis politiques qui composent les gouvernements. Ça, c'était la 4e République. Oui. Ça veut dire que ça ne vous semble pas une évidence? Ça vous semble pas une évidence? Ça me semble une évidence. Enfin, le nouveau Premier ministre souhaiterait rassembler le plus largement possible, à savoir ouvrir les portes à des personnalités de gauche. Mais le nouveau Front populaire ferme la porte. Quand c'est un gouvernement qui va être de droite, sur une politique de droite, et qui va être un gouvernement soutenu par l'extrême droite, eh bien comment voulez-vous que des socialistes ou des femmes ou des hommes de gauche participent à une telle équipe? Michel Barnier aurait déjà eu certaines personnalités de gauche au téléphone et devrait en recevoir prochainement. À droite, toutes, est-ce forcément le cap que va suivre Michel Barnier? On en débat tout de suite avec Jean Garrigue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Vous publiez Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble chez Payot. On vient de vivre un mois de rêve commun avec ces Jeux olympiques et paralympiques. Émilie Zapalski, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes communicante et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Stéphane Zumsek, bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Directeur du département opinion à l'Institut de sondage Ipsos. Et Mathieu Croissando. Bonsoir Mathieu. Bonsoir bienvenue à vous, éditorialiste politique. Bon, on parle de casse-tête, c'est peut-être un cliché, mais c'est sûrement aussi une réalité pour former ce gouvernement Barnier. Déjà, il doit compter les forces en présence. On l'a entendu là avec François Bayrou. Sur qui peut-il vraiment compter? A priori, il peut compter sur son groupe parlementaire, celui des Républicains. A priori, la décision a été prise à partir du moment où Laurent Wauquiez accepte de renoncer pour un temps à l'ambition présidentielle, enfin à l'obsession présidentielle. Il peut y avoir donc des hommes des Républicains au sein de ce gouvernement, c'est logique. Il y a un deuxième cercle qui est celui de la coalition Ensemble, où là aussi on peut supposer que au moins des gens du Modem et d'Horizon. Moi, ça me semblerait un petit peu embêtant qu'il y ait des purs macronistes, dans la mesure où, pour l'opinion publique, on le voit bien, Macron a perdu ces élections. Et le symbole de voir les mêmes ministres
en tout cas macroniste, faire la bascule du gouvernement Attal au gouvernement Barnier, je trouve que ce serait un mauvais signe par rapport à l'opinion publique qui a besoin et qui veut une cohabitation. Et j'insiste bien là-dessus. Bon, mais il n'empêche que c'est possible, parce que ça fait partie de ceux qui soutiennent. Et puis, l'idée, semble-t-il, serait été d'élargir aussi avec des hommes de gauche, des gens qui représenteraient la sensibilité de gauche, qui serait assez logique par rapport à la nouvelle architecture de l'Assemblée nationale. Sauf que là, on voit bien que on a entendu François Hollande la à l'instant. porte est fermée. Ouais, la porte est fermée. Émile Zapalski, qui pourrait incarner une ouverture à gauche? C'est bien la question. C'est bien la question. Gary qui dit ça serait bien que ça soit une personnalité. Mais ça, c'est le monde idéal de Michel Barnier. Oui, ou alors c'est des faux gauches. Enfin, je ne vois pas qui pourrait embarquer, parce que les premiers éléments qu'on a eus, déjà, c'est quand même un ministre, un Premier ministre LR, enfin, de droite, donc clairement, dans la continuité d'un en même temps qui était devenu de plus en plus à droite. Donc si c'est pour parler aux Français, je pense qu'au niveau du respect des résultats des élections, on est quand même loin, parce que les Républicains ne pèsent pas beaucoup dans les résultats. Il y a eu quand même un front républicain et il y a eu en effet un rejet d'Emmanuel Macron. Et là, globalement, on sent que c'est... Il parle d'une coexistence exigeante, c'est même pas, on ne peut pas croire à une cohabitation. Et les premiers signaux que Michel Barnier a donnés au moment de la passation de pouvoir, c'était pas forcément un programme, en tout cas les premiers mots d'un programme qui pourrait satisfaire un minimum la gauche. Non. On a quand même beaucoup parlé d'immigration, de sécurité. Alors il y a eu un peu les services publics avec le premier déplacement. Attendons son discours de politique générale quand même. Oui, mais je trouve que les signaux, en tout cas, ne sont pas rassurants. Et quand on entend François Hollande dire Agnette et Olivier Faure pareil, je pense qu'ils sont intérêt à rester dans l'opposition que de se compromettre à un gouvernement qui est clairement identifié quand même à droite et dans la continuité, encore une fois, de ce en même temps. Je ne parlerai pas de plus en plus à droite. Pour moi, ce ne serait pas de la compromission. Oui, c'est dans l'esprit républicain. Mais je comprends que pour les socialistes, c'est considéré comme... Il n'y a pas des signaux quand même de gauche. Stéphane Dubsec, du côté de l'opinion, là, Michel Barnier, on ne sait pas combien de jours ça va prendre, peut-être longtemps. Mathieu vous dit la dernière fois sur ce plateau, je me souviens, c'était avant sa nomination. Attendons fin septembre, on verra bien, on espère que ce sera un peu plus rapide. Mais comment les Français peuvent-ils se reconnaître dans ce gouvernement? Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ils se sont massivement déplacés pour les législatives. C'est aussi ça le défi. Mais ce que voulaient les Français après plus de 50 jours de vaudeville, c'était la nomination d'un Premier ministre. Certes, il vient de la droite, certes, il vient de la droite républicaine, ce ne sont que 47 députés, 8% de l'Assemblée nationale, c'est pas beaucoup, c'est la force quelque part la plus faible, mais avant tout, ils voulaient que tout cela cesse et qu'on leur propose quelqu'un. Ce qu'on leur a proposé, c'est quelqu'un qui avait quand même quitté le champ de la politique, en tout cas de la politique quotidienne, et donc l'accueil qui lui est fait est plutôt bienveillant, favorable. Il n'est pas tant estampillé LR dans l'opinion. Non, parce qu'il a quitté la politique politicienne il y a quand même bien longtemps. Et la dernière fois qu'il a exercé des fonctions éminentes, c'était à Bruxelles en tant que négociateur du Brexit. Et il avait déjà quitté à ce moment-là la vie politique. Donc l'accueil lui est plutôt favorable. Après, vous le disiez tout à l'heure en parlant de cohabitation, ce que veulent les Français, c'est un changement radical de la politique qui a été menée, non pas depuis 2 ans, mais depuis 7 ans. En finir avec le macronisme et faire autre chose. Les signaux qui sont envoyés actuellement, au-delà de la majorité relative dont il pourrait bénéficier, c'est on prend le directeur de cabinet de Bruno Le Maire et on le nomme directeur de cabinet du Premier ministre. Je ne suis pas sûr, alors tout le monde ne connaît pas cette personne, mais je ne suis pas persuadé que ce genre de signaux... En même temps, il y a quelques petits défis budgétaires. Il y a des défis budgétaires, mais je pas absurde. On parle beaucoup de ce gouvernement à la merci du Rassemblement national. Michel Barnier, il va aussi être à la merci de l'aile gauche de la Macronie. Enfin, c'est 166... Parce qu'on est quand même dans une situation inédite où, certes, c'est un Premier ministre de droite qui, il y a encore quelques semaines, était un opposant frontal au président de la République, qui devient son Premier ministre, mais qui sera soutenu par un bloc central de 166 députés. Ça, c'est assez particulier. S'il veut pouvoir disposer de ce soutien, ou si le président de la République souhaite un peu plus de stabilité en ce qui concerne le poste du Premier ministre, je pense que Michel Barnier va devoir faire très attention. Certes, il y aura une course, un déport vers la droite, mais ça fait des années qu'on en parle. On a bien vu les prises de position de Michel Barnier durant la primaire, très droitiste, très droitière. Les LR ont basculé au moment du projet de loi immigration quand même dans une posture ultra-régalienne, ultra-droitiste, je ne dis pas d'extrême droite, mais ce que disait Bruno Retailleau, je ne parle même pas d'Éric Ciotti avant qu'il quitte, avant qu'il tente son opération sur le parti, ce que disait Bruno Retailleau n'avait rien à envier au discours des représentants sur l'immigration du Rassemblement national. Donc là, il est quand même dans une situation où, très clairement, c'est un libéral en économie, oui, il ne va pas toucher, il ne va pas détricoter les retraites, oui, sur la fiscalité, on connaît le caractère très ferme de la droite de ce point de vue-là, oui.
ça va être très compliqué parce que les Français voulaient un changement radical et on est en train de leur servir, c'est un peu l'impression qu'ils ont, du Macron en un peu plus à droite que le Macron précédent. Ça pose la question, vous avez parlé de coexistence exigeante, c'était une formule effectivement qui a été employée pour désigner, on va dire ça comme ça, ce que pourrait être le fonctionnement du duo président-Premier ministre. Écoutez ce qu'en disait François Bayrou hier, invité du grand jury RTL, Le Figaro, Public Sénat. Co-responsabilité, ça veut dire le président de la République exerce la plénitude de ses fonctions définies par la Constitution, le Premier ministre exerce la plénitude de ses fonctions définies par la Constitution à l'article 20, et pour moi, c'est un équilibre qui correspond à un triptyque, un président fort, un gouvernement fort, un parlement fort. À ce moment-là, en co-responsabilité, on peut avancer. François Bayrou qui rappelle d'une certaine façon le texte ou la lettre de la Constitution. Jean Garrigue, tout ça, ça dépend surtout de la volonté d'Emmanuel Macron de s'effacer, un tant soit peu. Alors, je pense que de facto, il devrait être obligé de s'effacer. Mais ça fait combien de fois qu'on a dit ça sur ce plateau ? Non, mais sauf que là, la situation, elle est quand même très particulière. C'est-à-dire que François Bayrou nous dit un président fort, un gouvernement fort et une assemblée forte. Moi, ce que je vois maintenant, c'est un président faible, en tout cas affaibli, un Premier ministre qui est aussi affaibli. Dans les autres cohabitations, les premiers ministres qui exerçaient alors pleinement les pouvoirs que leur confère la Constitution, ces premiers ministres-là étaient forts d'une majorité absolue, que ce soit Jacques Chirac, Édouard Balladur ou Lionel Jospin. Là, vous aurez forcément un Premier ministre obligé de négocier, de naviguer à vue, parce qu'il est prisonnier à la fois du vote de la non-agression de la part du Rassemblement national et de la gauche des macronistes. Donc pour moi, c'est un Premier ministre affaibli là aussi. Et qui est fort ? C'est l'Assemblée. Ce sont les partis maintenant qui vont... Donc dans le triptyque dont parle François Bayrou, pour vous, le pilier le plus fort, c'est l'Assemblée aujourd'hui. Mais c'est la logique. Ou le Parlement d'une manière générale. On pose des cris d'orfraie, parce que c'est le retour à la 4e République. Mais la 4e République, d'abord, son bilan n'est pas du tout aussi négatif qu'on a pu le dire. Il a été, j'allais dire, un peu obscurci par la vulgate gaulliste qui nous a enseigné que c'était pas bien, il y avait l'instabilité, l'impuissance, etc. C'est pas du tout le bilan de la 4e République en réalité. Mais donc, la réalité, c'est qu'on est dans une situation de 4e République avec des institutions de 5e. Alors, Mathieu, vous vouliez intervenir ? Non, le président de la République a montré des signes, il était un peu obligé d'un effacement. D'un effacement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conseillers communs. Oui, c'est vrai. La tour de contrôle ne sera plus Alexis Kohler, c'est-à-dire le secrétaire général de l'Élysée, qui chapeautait tous les ministres, lisait toutes les interviews, et faisait, en gros, c'était le chef d'orchestre de l'exécutif. Et donc, il va mécaniquement s'effacer et il va être réduit au pouvoir que lui confère à la fois la Constitution, qui est de s'occuper un peu du régalien, il va pouvoir décréter une grande cause du quinquennat ou de l'année peut-être. Et en fait, il a un pouvoir de nuisance maintenant. C'est-à-dire qu'il peut refuser une nomination, il peut lâcher une perfidie au Conseil des ministres ou dans une interview. Bref, ça va être ça le pouvoir d'Emmanuel Macron. Après, à moins qu'il invente autre chose. Mais quand on regarde les textes, il ne peut pas faire tellement autre chose. Alors, je voudrais qu'on parle du style Barnier quand même. Il a réservé son premier déplacement au personnel des urgences de l'hôpital Necker à Paris. Un extrait. J'ai déjà eu des contacts avec des élus, des responsables de gauche. Je ne vais pas vous détailler mon emploi du temps, mais je verrai, en tout cas dans ce travail d'écoute, de consultation, je verrai tous les groupes politiques, y compris ceux qui ont exprimé une sorte d'opposition automatique et préalable avant même de savoir qui sera ministre et quel sera le programme du gouvernement. Donc, voilà. Émilie Zapalski, la spécialiste en communication politique que vous êtes, que pensez-vous du style Barnier ? Moi, je pense que c'est justement là qu'il y a plus de changements et de ruptures, finalement. C'est plus sur le style, parce que c'est vrai, déjà son expérience, son âge, son profil. Vous avez parlé tout à l'heure de son rôle de négociateur au niveau du Brexit. On sent, et d'ailleurs dans ses premiers mots, il parle de dialogue, il parle des parlementaires, des syndicats, des élus, tous ces corps intermédiaires qui ont été quand même très bousculés durant l'ère Macron à plein pot. Donc on sent quelque chose qui
qui est plutôt de l'ordre de l'apaisement, de la volonté de dialogue. Et il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est le respect des uns et des autres. C'est vrai qu'on a souvent dit qu'Emmanuel Macron manquait d'empathie, manquait même de considération finalement pour tout le monde. Et là, on sent quand même un Michel Barnier qui est capable, alors dans son style assez austère, il sourit pas souvent, même s'il a eu quelques mots d'humour pendant la passation de pouvoir vis-à-vis du jeune Premier ministre Gabriel Attal, mais ça donne, c'est vrai que dans ces moments si perturbés, ça fait du bien de voir une personnalité qui a l'expérience politique, qui a probablement plus d'intuition politique justement sur ce qui se passe dans la société et qui considère tout le monde. Mais après, de là à faire... Moi, je pense que sur le fond, c'est même topo. C'est en même temps, comme vous l'avez dit, un tout petit peu plus à droite. Donc moi, je pense que Macron y trouve son compte. Et là où ça va être plus difficile, c'est qu'on sait très bien qu'Emmanuel Macron a du mal à voir s'épanouir, s'émanciper les premiers ministres, à l'image d'Édouard Philippe, qui avait eu tellement de succès que... on lui coupe la tête. Je pense que ça peut être la même chose avec un Michel Barnier qui est très tenace, très persévérant dans ça. Et même s'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'en gros, il va gouverner pour ne pas être censuré, ça lui laisse quand même une espèce d'identité qui va pouvoir gêner un petit peu Emmanuel Macron, y compris, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on est né sur le national, mais sur l'international, parce que je pense que Michel Barnier, qui est quand même un habitué de l'Europe, un habitué aussi de toutes ces fonctions-là, je ne suis pas sûre qu'il lâche non plus complètement tout ça au bénéfice d'Emmanuel Macron, qui n'a pas toujours été très habile. Alors, je ne suis pas adepte du jeunisme, mais je pense que plus mon expérience de journaliste va avancer, moins je le serai. Mais quand même, est-ce qu'on peut, Stéphane Zumsteeg, incarner une nouvelle façon de faire de la politique à 73 ans ? En tant que Premier ministre, peut-être, dans le contexte bien particulier, oui, se lancer dans une carrière et lancer son écurie présidentielle, je n'en suis pas persuadé. Mais là, ce qui lui est demandé, c'est différent, c'est de tenir plus que quelques jours ou quelques semaines. Donc, il a ce côté rassurant, là encore, mais je pense que c'est pour ça que l'accueil qui lui est fait par l'opinion est plutôt favorable. C'est au même niveau qu'Elisabeth Borne et au même niveau que Gabriel Attal au début. Oui, pourquoi pas, on va voir. Mais on parle beaucoup de la forme. C'est pas très compliqué aujourd'hui de faire de mieux que Macron en termes de forme pour essayer d'en finir avec la verticalité et la supposée arrogance dont on a accusé le président de la République ces dernières années. Mais même vis-à-vis de Gabriel Attal, il y avait la passation de pouvoir, c'était assez savoureux, il y avait une rupture, en tout cas dans la forme. En tout cas, c'était aussi pour le montrer. Enfin, je ne suis pas le quatrième Premier ministre de la majorité d'Emmanuel Macron. C'était ça aussi l'enjeu. Mais je pense que très très vite, on va revenir au fond et au programme. Là encore, je pense que ce que la droite républicaine, compte tenu de son étiage et de sa sous-représentation aujourd'hui à l'Assemblée nationale, représente, je pense que proposer, là je ne suis pas en train d'avoir un discours militant, mais c'est plus là, dans ce qu'attend l'opinion, faire un peu plus de régalien, être un peu plus dur sur l'immigration que jusqu'à présent, mais avoir au niveau économique en tout cas quelque chose qui va être forcément libéral, notamment compte tenu de l'état des finances publiques. Je pense que très vite, ça va tanguer pour le Premier ministre, et je ne parle pas que du Rassemblement national, c'est un programme, quand on voit ce qu'est le programme de la droite aujourd'hui, de la droite républicaine, ça a très peu de points communs avec ce que réclament les Français. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des Français qui attendent des choses, ils ne sont pas cohérents. Il y a différents types de Français. Les Français de gauche, qu'est-ce qu'ils veulent ? L'abrogation du projet de loi, enfin de la réforme des retraites. Et à l'extrême droite, on sait très bien ce qu'ils veulent en termes de sécurité et en termes d'immigration. Ça va être très compliqué pour un Premier ministre issu de la droite républicaine, qui par définition va devoir faire venir un certain nombre en tout cas, de responsables de ce parti, de définir un discours de politique générale et une politique qui correspondent à ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Justement, Mathieu, parlons de cette difficulté pour Michel Barnier de composer son gouvernement. Il devrait faire la part belle au LR ? Alors le nouveau Premier ministre a pris soin de préciser vendredi soir que ce ne serait pas seulement un gouvernement de droite. Alors tout est donc dans ce pas seulement, il y aura sans doute aussi, on l'a dit tout à l'heure, quelques macronistes et d'autres personnalités, mais ce qui préfigure une forme de changement dans la continuité, c'est ce qu'on disait, puisque dans le gouvernement Attal, il y avait un peu moins de la moitié des ministres qui étaient issus de la droite. Dans le gouvernement Barnier, qui sait, la proportion sera peut-être inversée. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un peu Noël avant l'heure pour les LR, il faut le dire, laminés dans les urnes à la présidentielle puis aux législatives. Leur parti a été réduit quand même au groupe le plus famélique de leur histoire en juillet dernier. 41 députés élus sous leur couleur, auxquels s'ajoute une poignée d'apparentés. Ça fait au total moins que les socialistes, un petit peu plus que les écologistes. Mais les voilà donc qui font main basse sur l'exécutif. Ils n'en espéraient pas tant, il faut le rappeler, à tel point que Laurent Wauquiez avait déclaré sans prendre trop de risques que sa formation ne participerait même pas à une coalition et encore moins au gouvernement. L'idée, c'était pas question d'occuper un strapontin dans le Titanic du macronisme. Mais maintenant que Michel Barnier est au gouvernail, j'allais dire, c'est quand même une autre affaire. Est-ce que la droite, pour autant, elle est prête ? Non.
Si au niveau local, et donc par ricochet, par exemple ici au Sénat, ils affichent encore de beaux restes, au niveau national, et en particulier à l'Assemblée, les LR sont un parti zombie. Ces élus, ou du moins ceux qui ont résisté aux sirènes du débauchage, ont offert quand même depuis 2 ans soit le spectacle de leur lâcheté, on l'a vu pendant le débat sur les retraites, soit le spectacle de leur division avec ce point d'orgue, ce vaudeville, vous vous souvenez, estival, avec Éric Ciotti, qui risque de se transformer d'ailleurs en feuilleton judiciaire. Ces intellectuels, ou du moins ce qu'il en restait chez LR, ont donné le sentiment d'arrêter de travailler depuis longtemps. En témoigne le pacte législatif qui a été publié cet été, qui recycle des propositions de loi, notamment sénatoriales, qui étaient déjà dans les tuyaux, mais aussi beaucoup de vieilles lunes sarkozystes sur la sécurité, sur l'immigration. Au fond, comme si le pays, comme si la société n'avait pas changé depuis 10 ans. Résultat, les adhérents qui s'étaient remobilisés pour la primaire de 2021 ont pris la poudre d'escampette. Quant aux électeurs, là, ils sont carrément allés voir ailleurs déjà depuis 2 ans. Bon, vous nous dites que la droite n'est pas forcément prête, mais est-ce que le fait de participer à un gouvernement peut lui redonner des couleurs? J'en suis pas sûr. Pour les raisons qu'on a évoquées, à la fois programmatiques et puis dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire sans majorité et sans marge de manœuvre financière, ça promet quand même d'être compliqué, ce qui explique que quelques-uns aient encore quelques réticences à participer au gouvernement. Mais surtout, ce cadeau, il pourrait bien se révéler empoisonné tant que LR n'aura pas tranché sa stratégie pour 2027. Est-ce qu'il faut se recentrer pour faire main basse sur le vaisseau fantôme du macronisme ou à l'inverse se droitiser pour tenter de siphonner le Rassemblement national? Le débat reste entier. Alors c'est le titre assez général de notre débat. Est-ce que vous parlez d'un hold-up de LR aujourd'hui? Non, moi je ne considère pas ça comme un hold-up. On voit très bien que d'autres solutions auraient pu être tentées, qu'elles ne l'ont pas été pour des tas de raisons qui tiennent à Emmanuel Macron, mais aussi à ce qui s'est passé au sein du Parti socialiste. Et finalement... Il n'a pas voulu du pouvoir. Oui, c'est ça, qui n'ont pas voulu du pouvoir. Qui n'ont pas voulu de Bernard Cazeneuve. C'est une solution d'apaisement. La figure de M. Barnier est une figure d'apaisement. Et je pense que cette idée d'apaisement, c'est quelque chose que les sondages le montrent, que les Français attendaient. Ça, c'est une certitude. Que ça soit inespéré pour eux, c'est possible à court terme, parce que ça, c'était un peu la thèse de Nicolas Sarkozy. Il fallait revenir au centre du jeu. Maintenant, c'est vrai que revenir au centre du jeu sans avoir cette épine dorsale idéologique, qui est la vraie raison de leur échec depuis... c'est pas Macron qui a détruit le Parti socialiste et les Républicains. Ce sont eux-mêmes qui se sont autodétruits. Et Emmanuel Macron en a retiré les bénéfices. Moi, je suis persuadé que c'est comme ça que les choses se sont passées et qu'on retrouve les mêmes questionnements aujourd'hui. Alors, ça n'est pas un hold-up non plus, parce qu'il faut voir quand même que l'axe le pivot, je dirais, de la géométrie politique française aujourd'hui, il se situe plutôt à droite. Tout le monde constate que sur un certain nombre d'items, les Français pensent plus à droite. Et n'oublions pas que vous avez plus de 10 millions d'électeurs qui, au premier tour, ont voté pour le Rassemblement national. Donc, quelque part, c'est un... Non, mais allez au bout, rapidement. Juste pour dire que ça apparaît comme un hold-up, parce qu'on est habitué, sous la Ve République, à se dire, c'est la formation la plus puissante qui va gouverner, etc. Mais il a été, dans les régimes parlementaires que nous avons connus, il y a eu des moments où ce n'était pas forcément le plus puissant qui gouverne. Ok, alors hold-up ou pas? Je commence avec Stéphane et ensuite Émilie. Alors, hold-up, non, parce que ce n'est pas les Républicains qui se saisissent du pouvoir, c'est le président de la République qui leur donne. Certes, merci de le rappeler. Non, mais oui, bien sûr. La gauche a tout tenté, Emmanuel Macron a tout fait pour que la gauche n'arrive pas à Matignon. Alors, la gauche version NFP, Lucie Cassette, mais la gauche version Cazeneuve, il y avait une opportunité quand même. Oui, mais il y avait aussi le coup près annoncé par les responsables de la Macronie de dire que de toute façon, s'il y avait LFI dans le gouvernement, ce gouvernement serait censuré. Donc, si on parle de tort, les torts sont, à mon sens, partagés. Donc, c'est pas un hold-up pour ça. Mais évidemment, oui, se retrouve dans cette situation paradoxale. 47 députés, c'est rien. Enfin, c'est pas beaucoup. En tout cas, maintenant, je pense que la vraie question, à très court terme, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, c'est est-ce que les ténors de la droite républicaine, les Retailleau, les Wauquiez, vont faire le choix ou pas
de participer au gouvernement. Parce que là, ça change tout. Parce que faire venir des gens, des ex-UMP, des ex-RPR, des gens qu'on a connus, qui reviennent, des hauts fonctionnaires de droite, ça c'est possible. C'est pas un problème. Mais est-ce que les 4, 5, 6 personnes les plus puissantes aujourd'hui au sein de ce parti, et Michel Barnier ne faisait pas partie des personnes qui disposaient de la plus grande influence il y a encore quelques jours, est-ce qu'eux vont franchir le Rubicon? Et là, ça change s'ils passent, s'ils rentrent au gouvernement, là, ça change toute la physionomie. Là, officiellement, ça accélère la fusion entre l'électorat macroniste centriste et l'électorat LR. Et la course, et ça pourrait être une solution, parce que là encore, on oublie une chose, on oublie Édouard Philippe qui a annoncé sa candidature et qui a commencé son droit d'inventaire la semaine dernière. Il y a vraiment embouteillage à droite et il va falloir se positionner très très vite. Rester hors du gouvernement quand on est Bruno Retailleau, quand on est Laurent Wauquiez, quand on est aussi Xavier Bertrand quelque part, c'est un choix. On peut le comprendre parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, personne n'a envie de finir, d'être emporté vers le fond par la fin de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, mais ne pas participer, c'est aussi finalement louper l'occasion de faire la démonstration de l'utilité de la droite républicaine. Le vrai problème depuis 7 ans, c'est qu'à aucun moment, jusqu'à la nomination de Barnier, ça pourrait changer, la droite dite de gouvernement n'a été capable de faire la démonstration de son utilité, de sa légitimité, quelque part à exister, à prendre le pouvoir. C'est la liste Sarkozy, là, il faut y aller, mais auront-ils le cran et le courage? Tout ça par calcul politique avec les yeux rivés sur 2027, c'est pas évident. Sauf que la ligne Sarkozy, elle était minoritaire très clairement au sein de LR et depuis plusieurs années. Moi, j'ai l'impression qu'il se passe quand même quelque chose. C'est une espèce de démonstration que le en même temps, ça ne fonctionne pas. Parce que là, à moins qu'il y ait... je vois pas qui... Ou ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ça a marché un certain temps et de manière tactique, ça l'a amené finalement de plus en plus à aller vers la droite jusqu'à prendre, puisque en effet, c'est Emmanuel Macron qui a choisi ce Premier ministre de droite. Donc on a clairement une redéfinition finalement du paysage qui revient sur un clivage droite-gauche qui est particulier, mais qui est en train de se refaire, puisque finalement, et vous l'avez dit, la droite va devoir un peu choisir. Est-ce qu'elle va plutôt au centre, ou est-ce qu'elle va répondre aux sirènes d'une ligne beaucoup plus rassemblement national, ce qu'on a vu clairement avec la loi immigration, la tentation, elle est quand même presque déjà aboutie. Et de l'autre côté, à gauche, même si ça a du mal, parce qu'il y a encore des divisions, on sent bien qu'ils ne veulent pas participer à ce gouvernement soi-disant en même temps bis, parce qu'ils veulent rester dans l'opposition et que ça ne convient pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on est quand même... La moitié du Parti socialiste voulait une participation mais en tout cas, avec Bernard Cazeneuve. La moitié du Parti socialiste. Oui, mais en tout cas, ils avaient une force... Qui redevient une force majeure et qui, comme leurs aînés, sont soumis à la pression de LFI et d'une extrême gauche. Oui, mais en tout cas, on voit bien que ça se redessine, que quelque part, ce projet d'Emmanuel Macron, qui a en effet, moi je pense quand même détruit une partie du paysage, parce qu'il a quand même siphonné une partie de la droite. Il a accompagné leur autodestruction. Il a accompagné, il a participé, et là, on est en train de revoir un paysage. Et après, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec cette idée que la France est plus à droite, parce que le côté malin d'une Marine Le Pen, depuis quelques années, c'est de parler pouvoir d'achat, c'est de parler social, et de parler aux catégories populaires qui ont été désertées par la gauche, qui était censée plus s'en occuper et qui a un petit peu renoncé à ça. Vous parliez d'Édouard Philippe. Justement, la stratégie de son parti Horizon. Horizon répondra présent au soutien de Michel Barnier. C'est ce que disait Christian Estrosi ce matin sur BFM TV. On ne peut pas, avec Édouard Philippe, avec Horizon, depuis maintenant plusieurs semaines, dire qu'il était important de réussir à bâtir un arc républicain qui aille depuis la droite conservatrice jusqu'aux sociodémocrates. Et aujourd'hui, alors que cet arc républicain semble se dessiner, je dis bien semble se dessiner, dire que nous ne serions pas prêts à participer à une forme de coalition. Alors voilà, pour le soutien du parti d'Édouard Philippe. Sur le fond, un indice, ce sont nos confrères de France Info qui nous disent qu'il y a l'hypothèse d'un ministère de l'immigration au sein de ce gouvernement Barnier. Ça nous rappelle la période Nicolas Sarkozy, 2007-2010. Il y avait effectivement identité nationale dans l'intitulé du ministère. On a retrouvé ça grâce à Elsa Dariola, la rédactrice en chef, ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire. Voilà quel était l'intitulé complet de ce ministère à l'époque. Qu'est-ce que ça signifierait? On est au conditionnel, on va rester assez prudent, évidemment, à l'heure où on se parle. Peut-être un mot là-dessus. C'est une droite filiation avec le sarkozysme, puisqu'on rappelle que c'était une invention de Nicolas Sarkozy pendant sa campagne à des fins électorales et que ce ministère n'a servi à rien. Une loi qui est passée, la première loi sur l'immigration, qui a été largement détricotée, prévoyait, vous savez, des tests ADN pour les familles, le regroupement, dans le cadre du regroupement familial. Et puis ce ministère a disparu, il est mort de sa belle mort, au cours du quinquennat d'ailleurs de Nicolas Sarkozy. Mais c'est aussi un énorme clin d'œil appuyé, voire avec les deux yeux, un appel de phare au Rassemblement national, en mettant ce dossier au rang ministériel. D'habitude, on rappelle à nos téléspectateurs que l'immigration, elle est gérée pour tout ce qui est la partie sécuritaire par le ministre de l'Intérieur, qui s'occupe de ces questions-là. Donc c'est vraiment en faire un sujet sur la table. Je rappelle pour finir qu'on en est à 30 lois en 40 ans, quand même, depuis les années 80. La dernière a été votée il y a 9 mois. Donc je veux bien que l'immigration ait pris une mesure considérable depuis 9 mois, mais c'est quand même se moquer du monde, c'est juste pour... la thématique. Je crois que sur ce thème, tout le monde veut réagir. Je vous redonne la parole tout de suite, Émilie, mais d'abord on écoute, justement, vous parliez de Marine Le Pen et du Parti Le Peniste. C'était à l'occasion de sa rentrée à Hénin-Beaumont, un Premier ministre sous surveillance, nous dit-elle. Il est de notre devoir de rendre justice autant que possible aux volontés exprimées par les Français et de mettre le futur gouvernement sous surveillance. Nous n'accorderons pas de blanc-seing. Que les choses soient là encore très claires. Si au fil des semaines, les Français devaient à nouveau être oubliés ou maltraités, nous n'hésiterons pas à censurer le gouvernement. Émilie. Bah oui, bien sûr, c'est dans ce cadre-là, pour éviter la censure, qu'ils font des clins d'œil appuyés, comme vous disiez, Mathieu. Mais il y a un risque, parce que si vous vous souvenez, la loi immigration qui a été fortement durcie, évidemment, pour essayer de séduire les LR et de faire passer le vote, mais qui a bénéficié des lauriers, en fait, de cette loi immigration? C'est pas les Républicains, c'est pas Macron, c'est le RN, toujours, parce que, quelque part, comme le dicton de Jean-Marie Le Pen, on préfère toujours l'original à la copie. Et ça, je crois que ce principe-là, il perdurera. Donc, c'est des effets de communication, un ministère de l'immigration, de l'identité, même de non à l'immigration illégale. Non, mais on fait confiance à nos confrères de France Info, mais pour l'instant... Ce que je veux dire, on pourrait dire ministère Stop Immigration, ça sera toujours le Rassemblement national qui bénéficiera des lauriers de ça, et c'est leur dresser un tapis rouge. Et par là même, les LR perdent un peu plus leur identité et vont vers cette droite dure que Michel Barnier a fortement représentée en 2021. Je voulais juste faire un tout petit topo sur Michel Barnier. La seule chose un peu nouvelle qu'il apporte, et qu'il a apporté, pour lequel il est pionnier, c'est l'écologie. Et ça, pour l'instant, on n'en parle pas. Et avec la dette qu'on a, sûrement, ça sera difficile de le mettre sur le devant de la scène. Mais dès les années 80, il a été porteur de ce sujet-là. Et franchement, qui, en 80, s'occupait de l'écologie et de l'environnement? Voilà, c'est le seul côté, parce qu'on parle de les chercheurs et les scientifiques qui nous alertaient déjà. Mais et je suis d'accord avec vous. c'est une particularité quand même pour quelqu'un qui a 73 ans qui est pas mal. Stéphane Zumsteg, ce ministère de l'immigration. Là encore, ça fait 20 ans que la droite fait toujours la même erreur stratégique. C'est la course à l'échalote pour savoir qui sera le plus droitier en termes d'immigration. On a le droit de développer des politiques plus restrictives à l'égard de l'immigration, mais ça ne fonctionne pas. Au-delà on préfère toujours l'original à la copie. Il y a un autre élément, c'est pour les militants du Rassemblement national, on n'en fera jamais assez. Et il y a bien un moment donné où un parti dit du gouvernement comme les Républicains s'arrêteront. Ils n'iront pas au bout des bouts, ils n'appliqueront pas un programme calqué sur celui du Rassemblement national. Ça ne suffit pas. Dans l'esprit des gens qui votent pour le Rassemblement national, il n'y a qu'un seul parti qui saurait, parce qu'il n'a jamais été au pouvoir, traiter de ce sujet. Et ça ne sert pas à grand-chose, et surtout en faisant de l'immigration l'alpha et l'oméga de la politique publique, en tout cas dans le discours, et on a de plus en plus à droite, la droite républicaine au gouvernement, la nouvelle droite de gouvernement, ce nouveau gouvernement tomberait finalement dans ce piège de ne pas parler assez de social. Il y a des attentes sociales extrêmement fortes, à gauche évidemment, mais aussi auprès de l'électorat du Rassemblement national. Le Rassemblement national, il n'attend pas du reste de la classe politique qu'elle se durcisse sur l'immigration. Elle attend que cette classe politique, a priori plus libérale, qui ne pense qu'aux classes moyennes, qu'aux riches, ça peut être la droite comme ça peut être le Parti socialiste, s'occupe un peu plus des défavorisés. Et dans l'esprit de quelqu'un qui est issu d'un milieu populaire et qui vote pour le Rassemblement national,
les personnes qui sont maltraitées en France, ce sont eux. Voilà. Et ça, c'est une erreur stratégique que la droite fait depuis la fin de Nicolas Sarkozy. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi à assécher le vote RN, et ça n'a marché qu'une seule fois. C'est justement Nicolas Sarkozy en 2007. Et ça n'a pas duré longtemps. Et ça n'a vraiment pas duré longtemps parce que, et ça, les électeurs du RN s'en souviennent, s'il y a bien quelqu'un qui a supprimé des effectifs dans la police, bien plus que ses prédécesseurs et ses successeurs, c'est Nicolas Sarkozy. Et quelqu'un d'extrême droite, il n'oublie pas ça. Faut-il convoquer une session extraordinaire du Parlement? C'est l'une des questions qu'on se pose en ce début de semaine. On va y répondre avec Quentin Calmet tout de suite. Bonsoir Quentin, bienvenue à Thomas, vous. Merci. De nombreux responsables du Parlement demandent à ce qu'ils soient réunis avant la date du 1er octobre. Voilà, la 1er octobre, c'est pourtant la date normale de reprise de la session ordinaire du Parlement. Mais il est courant d'avoir une session extraordinaire en septembre pour commencer à travailler plus tôt, plus rapidement. La présidente de l'Assemblée nationale l'a redit ce matin sur CNews Europe 1. Si le gouvernement est nommé rapidement, il faudra une session extraordinaire. Écoutez Yael Braun-Pivet. Si le gouvernement est nommé, il doit se présenter devant la représentation nationale. Nous sommes les élus du peuple. Et moi, je ne conçois pas, comme vous ne le concevriez pas, que des ministres puissent travailler pendant 10 jours, 15 jours, venir sur votre plateau, Madame Mabrouk, et ne pas répondre à la représentation nationale. Donc ils devront, s'ils sont nommés rapidement, évidemment que s'ils sont nommés le 28 septembre, je ne demanderai pas de session extraordinaire. Mais s'ils sont nommés rapidement, s'ils viennent répondre à vos questions, je pense qu'avant, ils doivent répondre à la représentation nationale. Et la présidente de l'Assemblée nationale de citer quelques textes transpartisans qui pourraient faire consensus dès septembre, comme celui mettant en place un nouveau délit routier ou encore les travaux de la commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le cinéma. Mais l'option qui tient la corde, Thomas, c'est une reprise début octobre. La droite sénatoriale souhaite temporiser, l'Élysée également, et Michel Barnier est occupé d'ici là à composer son gouvernement et aussi à rédiger son discours de politique générale. Ces deux et qui pourraient prendre une grande partie du mois de septembre. Oui, d'autant qu'un autre sujet pressant se profile, c'est le budget. Voilà, les échéances sont extrêmement courtes. On en parle depuis des semaines de ce budget, Thomas. Car avant d'être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 1er octobre, le projet de loi doit être communiqué pour avis au Conseil d'État ainsi qu'au Haut Conseil des finances publiques. Les parlementaires s'inquiètent également car ils devraient déjà avoir reçu certains documents et hors de question de décaler le début de l'examen du texte. Écoutez, le président socialiste de la Commission des finances du Sénat, c'était la semaine dernière. Si délai devait y avoir, ça serait un délai de quelques jours. Puisqu'il faut quand même que le Parlement ait 70 jours, ça c'est la règle, quoi. Voilà, constitutionnelle. En 3-4 jours, on ne change pas un budget supplémentaire, vous voyez, ça ne se joue pas comme ça. Je vous rappelle que la procédure budgétaire, c'est une procédure qui démarre en janvier. On comprend donc que Michel Barnier temporise et tente de gagner du temps avant de s'atteler à ce casse-tête budgétaire. Merci beaucoup Quentin. Casse-tête budgétaire, casse-tête gouvernementale, on va lui offrir un abonnement à une marque d'aspirine, le Premier ministre. Non mais sérieusement, il va devoir aller chercher un peu de légitimité à l'Assemblée. Oui, c'est ça qui est intéressant dans la période que nous vivons, c'est cette forme de renaissance du fait parlementaire. Alors, c'était déjà le cas depuis 2022, avec cette majorité relative, mais on a vu que les instruments dont disposait le pouvoir exécutif, du parlementarisme rationalisé, permettaient un peu de contourner tout ça avec le 49.3 et d'autres. Là, vous avez une situation qui oblige véritablement à ce que le pivot, je le disais tout à l'heure, de l'action publique se situe à l'Assemblée. Très intéressant de voir Yael Braun-Pivet qui demande une session extraordinaire. C'est au passage d'ailleurs cette aile plus ou moins à gauche de la Macronie qui prend ses distances très clairement avec le président de la République et avec le choix du président de la République de Michel Barnier, qui n'est donc pas disposé à faire des cadeaux au gouvernement qui va se présenter devant elle, en demandant cette session extraordinaire. Et puis, on voit aussi au Sénat, le sénateur socialiste qui nous dit, effectivement, il faut respecter le temps parlementaire. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Pas oublier que pendant le premier et le second quinquennat, il y a eu plusieurs projets plus ou moins aboutis de la part d'Emmanuel Macron de raccourcir ce temps parlementaire. Un certain nombre de décisions qui ont été prises à cet égard. Donc, il y a une renaissance comme ça du rôle du Parlement, de l'action parlementaire.
notamment au moment de ce débat sur la loi de finances qu'on va voir arriver. Alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est difficile de le savoir, parce que, contrairement à ce qu'on dit un peu depuis le début de l'émission, on est quand même dans un casse-tête, ou plutôt... contrairement à ce qu'on n'a pas suffisamment dit, on est dans un casse-tête, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que les Français ont voulu lors de ces élections. Parce qu'ils ont voulu en même temps de la fermeté sur l'immigration, sur la sécurité, en même temps de la justice sociale, mais en même temps aussi peut-être s'attaquer au déficit budgétaire. Puisque quand vous votez comme ça pour 3 coalitions d'importance égale, c'est qu'il y a des volontés, des attentes qui sont très différentes dans cette société. Donc je répète que ces attentes-là, c'est à l'Assemblée qu'elles vont aujourd'hui se régler. C'est dans le débat parlementaire qu'elles doivent se régler. Avec un débat parlementaire, Stéphane Zumsteg, enfin, on peut toujours, moi j'essaye de marcher du côté ensoleillé de la rue, je suis plutôt optimiste, mais on peut imaginer qu'il va être aussi conflictuel qu'il ne l'était précédemment. Mais on peut même imaginer qu'il le soit plus, parce que dans la précédente Assemblée, certes c'était une majorité relative, mais de 250 sièges, avec des gens qu'on pouvait peut-être un petit peu aller piocher, et des gouvernements n'ont pas été... Le gouvernement, en tout cas celui d'Elisabeth Borne, n'a pas été censuré. Là, ça va être différent. Il y a quand même ce bon vouloir des uns et des autres. Oui, bien sûr que le Rassemblement national, les attentes et la colère de l'électorat du RN sont tellement fortes, et à un moment donné, Marine Le Pen ne va pas soutenir Michel Barnier. Donc la motion de censure finira par tomber. Elle arrivera à un moment donné. Oui, on peut s'attendre à des échanges, mais qui seront... Ils seront un petit peu différents que ceux de ces 2 dernières années. Il y avait beaucoup d'invectives, là c'est différent. Là, il y a on invente un nouveau principe qui est une sorte de neutralité bienveillante, de neutralité malveillante. Je ne te censure pas, mais ça se trouve, je te censure la semaine prochaine. En fait, peut-on faire confiance à Marine Le Pen? On imagine bien que dès qu'elle aura qu'elle sentira que c'est le bon moment, elle se privera pas de... Ce ne sera pas de l'instabilité, ce sera de l'incertitude parlementaire. Et ça va être très, très compliqué. C'est une nouvelle façon de faire la politique aussi. Ça n'est pas le bon moment pour elle en ce moment. C'est pour ça qu'elle ne le fait pas. Et elle a donné une idée du calendrier ce week-end. Elle a dit je suis persuadée que dans un an, il y a une dissolution. Alors qu'Emmanuel Macron avait dit il n'y aura pas de nouvelle dissolution. Donc ça veut dire que dans sa tête, elle va provoquer, elle peut, en tout cas, elle a les moyens de provoquer cette dissolution. Parce que en ne disant pas à l'avance quand et pourquoi elle censurerait, elle a un pouvoir de nuisance, mais aussi beaucoup plus d'influence que le nouveau Front populaire qui a dit nous, on censurera quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, si j'ose dire. Eux, ils se sont cornérisés parce que de toute façon, ils sont mis de côté, on sait qu'ils diront non. Et elle a réussi avec habileté, et pour masquer certaines de ses faiblesses, parce qu'elle n'est pas prête, parce qu'elle a un horizon judiciaire un peu chargé cet automne, voilà, beaucoup de choses, à essayer de temporiser. Émilie, on peut aussi dire que c'est le choix, la position, la stratégie du nouveau Front populaire qui donne au Rassemblement national cette position d'arbitre. Oui, en quelque sorte. Oui, parce qu'ils n'ont pas réussi à s'organiser ni suffisamment vite, ni de manière suffisamment crédible et convaincante pour avancer. Ils n'ont pas réussi à mettre de côté ce boulet, on peut le dire maintenant, de Jean-Luc Mélenchon qui a en même temps réussi à leur faire gagner de l'électorat et en même temps les plombes. Donc il y a encore beaucoup de nettoyage à faire de ce côté-là et c'est pas gagné. Et moi je suis assez d'accord avec vous, je pense que les débats vont être assez costauds à l'Assemblée. Je suis pas sûre qu'on puisse faire du véritable travail parlementaire dans des bonnes conditions. Et pourtant ça va être super intéressant par rapport au budget qu'avait préparé Attal, puisque comme on le disait c'est depuis janvier, de voir où on fait les coupes, parce qu'a priori il n'y aura pas plus de recettes, je n'y crois pas à des impôts supplémentaires, mais où est-ce qu'on fait les coupes? Parce qu'on commence à entendre parler de faire des coupes dans MaPrimeRénov', donc transition écologique, des coupes dans l'apprentissage, et tout ça, ça a des conséquences quand même clairement sur la société. Alors d'apprentissage, il y a sans doute quelques effets d'aubaine, donc il y a... Probablement, mais enfin bon, c'est quand même un gouvernement qui a lancé fortement l'apprentissage, et ça a relancé l'apprentissage, et c'est de l'un des succès, mais il y a des effets d'aubaine. Et qui fait la même chose sur la formation, qui a beaucoup lancé Mon compte formation ou quoi, et qui va raboter maintenant le soutien à la formation. Ce que je veux dire, c'est que ça va donner des signaux au-delà du discours de politique générale, évidemment, de Michel Barnier, sur quel axe il joue, social ou pas. Un dernier mot rapide, s'il vous plaît, Jean Garrigue, pour conclure. Est-ce que ça condamne Michel Barnier à une politique d'eau-tiède, vous voyez, des sujets un peu consensuels pour tenir le plus longtemps possible? Oui, il faut pas se le cacher. S'il veut tenir, il doit un peu ménager la chèvre et le chou, un petit
peu de rigueur, un petit peu de fermeté sur l'immigration, sur la sécurité, mais en même temps un peu plus de justice fiscale, il l'a dit. Alors qu'est-ce qu'il va nous proposer? Mais enfin, donner des signes quand même du côté du social, du côté de la gauche, tout simplement, et puis être fidèle aussi à sa famille. Donc voilà, on aura quelque chose il ne faut pas s'attendre à une rupture majeure de la politique menée aujourd'hui. Plus la Commission européenne aussi qui nous surveille de près. Évidemment. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Jean Garrigue, Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, aux éditions Payot. À très bientôt sur le plateau de Sens Public.